Résistance à l'esclavage dans la Caraïbe. Dès 1502, soit 10 ans à peine après l'arrivée de Christophe Colomb, l'Amérique sous domination espagnole avait commencé à recevoir des esclaves africains. Le Brésil s'y met 15 ans plus tard et va institutionnaliser la traite. Cette démarche d'ailleurs est légitimée par le Vatican avec la bulle Romanex Pontifex du pape Nicolas V du 8 janvier 1454. Cette bulle va encourager les expéditions conquérantes des Portugais le long des côtes africaines, vu comme un moyen de contrecarrer l'expansion ottomane. Au XVIIe siècle, désireux de limiter les abus sans renoncer pour autant à une source d'énormes profits, Français et Anglais commencèrent à réglementer l'esclavage, et ce faisant, à le légitimer. Officiellement, ce sont plus de 15 millions d'Africains qui sont ainsi déportés vers les Amériques entre le 15e et le 19e siècle. La Caraïbe, quant à elle, en aurait reçu 5 millions. Cette traite ne se fera pas sans résistance. Dans toute la Caraïbe, on signale des révoltes, des actes de résistance passive, sabotage, empoisonnement. L'une des formes d'ailleurs d'opposition aura été le marronnage. Les esclaves ont ainsi pu constituer des communautés en dehors des habitations. Ce fut le cas notamment en Jamaïque. Le Maroon Treaty, conclu le 1er mars 1739, accordait aux Marrons un territoire ainsi que le respect de leurs droits fondamentaux. Les résistances les plus connues sont celles qui ont opposé de façon violente les esclaves et les colonisateurs. Nous aborderons ici 3 épopées. L'une en Jamaïque, entre 1733 et 1739, l'autre en Haïti, de 1791 à 1804, et la Guadeloupe, en 1802. Dans ces 3 épopées, nous retracerons cette résistance par le biais de figures emblématiques qui sont devenues des icônes de la résistance caribéenne à l'esclavage. La guerre des Marrons jamaïcains contre les troupes anglaises est la première de ces épopées. À l'origine du conflit, il y a ce conflit engagé avec les troupes anglaises contre les Marrons. Ceux-ci sont installés dans plusieurs villages. Nani est né dans l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, autour des années 1686 dans la tribu Ashanti et a été amené en Jamaïque en tant qu'esclave. Pendant son enfance, Nani a été influencée par des leaders esclaves et des Marrons. Elle a ses compatriotes, Akumpong, Kudjo, Joni, Wao, qui ont fui leur plantation et se sont cachés dans les Blue Mountains, au nord des communes de Saint-Thomas. Pendant leur période de clandestinité, ils se sont divisés pour pouvoir organiser plusieurs communautés marrons à travers l'ensemble de Jamaïque. Autour des années 1720, Nani et Wao ont mis en place une stratégie et ont contrôlé une aire dans les Blue Mountains. Cet espace s'appelle Nani Town, qui s'étendait sur 2,4 km² de terre accordée aux esclaves en fuite. Cette communauté était organisée à l'identique d'une tribu Ashanti typique en Afrique. Les Marrons étaient ainsi connus pour pratiquer des raids dans les plantations, pour récupérer les biens des maîtres esclavagistes et pour rechercher des armes et de la nourriture, incendiant les plantations et ramenant aussi les esclaves à leur communauté. Nani en était la chef et aimait organiser des plans pour libérer les esclaves. Pendant plus de 30 ans, Nani aurait libéré plus de 800 esclaves et les a aidés à installer différentes communautés marronnes. Beaucoup dans sa communauté attribuaient les talents pour le leadership de Nani à ses pouvoirs Obi. Alors, le Boï, c'est une dérivation de la religion africaine, pratiquée d'ailleurs au Suriname, en Jamaïque, à Trinidad, en Guyane, en Barbade, au Belize et dans d'autres pays caribéens. C'est un culte syncrétique largement pratiqué par les Marrons. Une anecdote d'ailleurs largement répandue veut
qu'elle se soit entre 1728 et 1739, eh bien, opposée aux forces anglaises et en les défiant et en leur disant qu'ils n'étaient pas capables de la tuer. Les villages marrons ont été ainsi fréquemment attaqués par ces forces anglaises. Les marrons étaient mieux équipés et connaissaient mieux le terrain montagneux que les Anglais. Ils se sont montrés quelquefois assez moqueurs vis-à-vis des soldats britanniques en leur demandant d'utiliser leurs armes à feu contre elles. Et à leur grand étonnement, les balles auraient simplement glissé sous les vêtements de Nanny, rendant encore plus mystérieuse cette femme qui leur menait la vie dure depuis des années et qu'ils ne parvenaient pas à capturer. Il est fort probable d'ailleurs que le talent de leadership de Nanny résulte de sa tribu d'origine Ashanti, connue pour sa résistance face aux Européens dans l'Afrique de l'Ouest et le Nouveau Monde. Elle a aussi été fortement influencée par ses frères d'armes et d'autres marrons de Jamaïque. Nanny était connue pour détenir un large savoir sur les herbes curatives et d'autres méthodes traditionnelles thérapeutiques pratiquées par les habitants natifs de l'île et les Africains. Cela lui aura permis de servir auprès des membres de sa communauté et pour les soulager physiquement et spirituellement, ce qui, en retour, lui aurait permis d'élever son statut et sa renommée. La date de son décès n'est pas très bien connue, c'est un mystère. Pour certains, elle aurait été abattue au combat en 1733 par un esclave à la solde de la couronne britannique. Pour d'autres, elle aurait vécu beaucoup plus longtemps et serait morte en 1760. Malgré tout, il restera en Jamaïque un mythe Nanny. Elle est aujourd'hui érigée en héroïne nationale et elle figure sur les billets de 500 $ jamaïcains. Le nom de Nanny est inséparable de celui de Cudjo. Cudjo terrorisait les colons britanniques au point de faire embarquer nombre d'entre eux vers l'Angleterre. Faute de pouvoir vaincre Cudjo, le gouvernement de la Grande-Bretagne dut se contenter de résoudre un traité, de signer avec lui un traité qui est devenu le fameux Marron Traité du 1er mars 1739. Celui-ci reconnaissait au peuple marron son autonomie et donc une forme par conséquent qui lui aura permis de résister jusqu'au bout. La deuxième épopée que nous allons aborder est celle d'Haïti. Haïti est la première productrice mondiale de sucre, 80 000 tonnes par an, et de café, 40 000 tonnes par an, exportées vers l'Europe. On y exporte également du coton, de l'indigo, et par conséquent, cette colonie est considérée comme la fleur, comme étant la perle des Antilles, c'est ainsi qu'on l'appelait. La révolution haïtienne va commencer le 14 août 1791 avec la fameuse cérémonie du bois caïman. À cette époque, Saint-Domingue, fleuron de la colonisation française, a en mémoire les différentes soubresauts de la Révolution française. Malgré son commerce florissant, son commerce extérieur qui dépasse celui des États-Unis en 1790, la colonie de Saint-Domingue est en proie quand même à un certain nombre de difficultés. Et c'est donc face à cette insolente prospérité liée au travail servile et à la tête négrière que vont s'élever les héros de la Révolution. Comme je l'ai indiqué, la Révolution française a eu un écho. Et il y a eu des tentatives de prise du pouvoir par les Blancs, ensuite par les mulattes. Mais toutes ces tentatives se sont vouées à l'échec. Ils n'ont pas su mobiliser la grande majorité de la population. L'échec de ces tentatives va nécessairement amener les Noirs à réfléchir sur leurs propres conditions. Et nous en revenons ici à, bien évidemment, la fameuse cérémonie du bois caïman du 14 août 1791. Sous l'impulsion de Boukman et de Biassou, les esclaves marrons
vont attaquer les habitations avec comme mot d'ordre couper tête, bouler caille. J'ai fait le choix de deux figures pour illustrer ce combat. Celle de d'abord Cécile Fatiment et ensuite celle de Toussaint Louverture. Cécile Fatiment est la fille d'une esclave africaine et d'un Corse, réputé prince d'ailleurs. Cécile Fatiment est vendue comme esclave avec sa mère à Saint-Domingue. Le 14 août 1791, lors de la cérémonie du bois caïman, eh bien, elle va en tant que mabo, en tant que prêtresse vaudou, participer à cette cérémonie en plantant précisément un couteau dans le cœur du cochon. Elle est vêtue d'une tunique blanche et donc elle va, étant d'ailleurs l'incarnation, dit-elle, de la déesse Edjoli, elle va donc sacrifier ce cochon. Le sang de celui-ci sera bu par les futurs insurgés et qui jureront de se battre jusqu'au bout parce que devenus invincibles par ce sacrifice. Dudi Boukman, qui l'accompagne, prophétise en effet que les esclaves qui sont avec eux seront dorénavant les porte-paroles. Et il choisit 3 lieutenants en la personne de Jean-François, de Georges Biassou et de Jeannot. Ils mèneront une lutte sans relâche sur Saint-Domingue. Et Cécile Fatiment et lui vont exhorter les participants de la cérémonie du bois caïman à cette rébellion. Le soulèvement va se dérouler une semaine plus tard, dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Dans 5 plantations, la révolte va ronder, bousculer les habitudes. Les propriétaires sont massacrés avec leurs familles. Au total, en une dizaine de jours, près de 1000 Blancs sont tués et 1800 plantations détruites. Cette première révolte collective entre l'esclavage et Haïti, issue de cette cérémonie du bois caïman, est considérée comme le point de départ de la révolution haïtienne qui conduira à son indépendance en 1804. Cécile Fatiment vécut jusqu'à l'âge de 112 ans. Le deuxième personnage est Toussaint Louverture. En 1800, peu avant l'indépendance haïtienne, Cécile Fatiment d'ailleurs va épouser Jean-Louis Perrault, combattant de cette révolution, et qui va devenir président. Ainsi, Cécile Fatiment, de rebelle qu'elle était au bois caïman, deviendra la première dame d'Haïti. S'agissant de Toussaint Louverture, les débuts de sa vie sont peu connus. Il serait né esclave à Saint-Domingue dans les années 1740 et il va servir comme esclave sur l'habitation Breda. D'ailleurs, on l'appelle Toussaint Louverture Breda. Il est le protégé du gérant de cette habitation et qui va lui accorder une liberté de savane. Son affranchissement aura lieu en 1776. Lorsque survient la Révolution française, Toussaint Louverture va se rallier aux révolutionnaires. Il devient un des chefs de file de la révolte. Il combat alors à côté des Espagnols qui, à ce moment, sont les ennemis de la France. Il choisit ensuite de se battre aux côtés des Français après l'abolition de l'esclavage, la première abolition en 1794. La Convention va d'ailleurs l'élever en 1795 au grade de général de brigade, général de division ensuite en 1796. Il deviendra le gouverneur de la colonie et promulguera même en 1801 une constitution qui lui a permis de préciser ses options autonomistes. Promu gouverneur à vie, à la tête d'une armée de 40 000 hommes, il devient un danger réel pour la France. Ses lieutenants, Dessalines et Christophe, commencent à prendre ancrage dans le pays et c'est ainsi aussi qu'il va s'attaquer à la partie espagnole et unifier l'ensemble de l'île de Saint-Domingue. Napoléon Bonaparte ne peut pas voir de bon œil cette affaire. Il va envoyer en 1801 2 forces expéditionnaires, l'une à Saint-Domingue
l'autre en Guadeloupe. À Saint-Domingue, les troupes placées sous les ordres du général Leclerc vont provoquer une réaction extrêmement vive de Toussaint Louverture et de ses amis et engendrer une guerre pas possible. Il sera arrêté par traîtrise le 7 juin 1802. Il sera envoyé en France sur un bâtiment, le Hérault, avec sa femme Suzanne et leurs enfants. Et un décret du premier consul Bonaparte du 23 juillet 1802 stimula de l'enfermer au fort de Joux, dans le Doubs, et de le mettre au secret. On va couper Toussaint Louverture du monde et le laisser coupé en prison où il subit un régime pénitentiaire qui va l'anéantir. On le trouva mort le 7 avril 1803 dans sa cellule. Il n'en reste pas moins que Toussaint Louverture fut le père fondateur de la nation haïtienne. Il aura été un personnage central. Troisième épopée, c'est l'épopée guadeloupéenne, celle qui commence en 1802, mais dont les origines se trouvent dans l'arrivée de Victor Hugues en 1794, lequel va mettre en place la première abolition de l'esclavage décrétée par la Convention. Mais c'était sans compter sur Bonaparte, qui va dépêcher sa flotte, comme nous l'avons dit, conduite par Lacrosse, et dans le but précisément de rétablir l'esclavage. Et c'est ainsi que va commencer la guerre de Guadeloupe, qui fut un acte de résistance à l'établissement de l'esclavage. Deux noms symbolisent cette résistance: Louis Delgrès et la mulâtresse Solitude. Louis Delgrès est, selon l'hypothèse la plus probable, le fils naturel d'une mulâtresse, Élisabeth Morin, dite Gibi, et de Louis Delgrès, un blanc créole martiniquais de Saint-Pierre, qui fut receveur du roi. C'est donc un métis. Il entre dans la milice le 10 novembre et il est ensuite nommé sergent, et le 8 septembre, il va s'exiler en Dominique pour pouvoir fuir le pouvoir royaliste en Martinique. En décembre 1792, il rejoint le rang des Républicains et monte à bord du Félicité, de la Vieux Lacrosse. Et à Basse-Terre, lors de l'insurrection du 21 octobre, il accompagne Lacrosse à Pointe-à-Pitre et se rallie aux rebelles. Le 24 octobre, lorsque la centaine de généraux, de capitaines, etc. se trouvent emprisonnés, il est nommé chef de la place de Basse-Terre par Pélage. Et le 5 janvier, il va destituer des fonctionnaires blancs accusés de correspondre avec Lacrosse. 2 jours plus tard, il devient chef de l'arrondissement de Basse-Terre, et le 15-16 février, en collaboration avec Massoto, il fait arrêter les officiers blancs. Il devient le chef de la résistance, qui va s'organiser à partir du 10 mai 1802 dans la région de Basse-Terre. Il partage d'ailleurs la résistance avec Joseph Ignace, qui lui va combattre en Grande Terre. Le 28 mai 1802, Delgrès se donne la mort avec ses compagnons après avoir ordonné l'explosion de l'habitation d'Anglemont à Matouba au cri de « Vive libre ou mourir ». Il symbolise le sacrifice pour une cause noble. Sa proclamation à l'univers tout entier témoigne de son attachement aux valeurs républicaines et humanistes. Je dois préciser que le premier buste en son honneur fut dressé par Rémy Nessuta en 1948 à Matouba. S'agissant de la mulâtresse Solitude, on connaît aujourd'hui peu de choses sur son existence. On sait qu'elle naît en Guadeloupe en 1772, fruit du viol de sa mère par un marin blanc sur le bateau qui la déporte aux Antilles. Mais l'essentiel nous est rapporté par André Schwarzbart dans son ouvrage La mulâtresse Solitude. Donc, mère esclave, elle sera elle-même aussi vendue en tant qu'esclave, prénommée Rosalie. Elle sera pendant 20 ans sur les habitations et connaîtra
par conséquent les affres de cet esclavage avec de lourdes punitions, privation de liberté et de l'oppression qui en suit. C'est le cas de tous les esclaves en Guadeloupe. Néanmoins, Solitude va s'échapper et rejoindre une communauté de marrons avec laquelle elle vit quelque temps. Et l'euphorie de l'abolition en 1794 est rapidement remise en cause de courte durée puisque Bonaparte décide de rétablir l'esclavage et charge le général Richepens de mater toutes les rébellions et de remettre les anciens esclaves au fer. Solitude est enceinte de son compagnon qui combat avec elle. Solitude s'arme d'un pistolet et participe à tous les combats, de même d'ailleurs que la compagne de Louis Delgrès qui s'appelle Marthe Rose. Arrêtée en 1802, en mai, elle n'est pas exécutée immédiatement en raison de sa grossesse. Sur l'île, la répression de la révolte est sanglante et fait des milliers de victimes. Finalement, Solitude va accoucher le 28 novembre 1802 d'un petit garçon qui naît esclave. Les sources indiquent qu'elle est suppliciée le lendemain, c'est-à-dire pendue, et les combats sont aujourd'hui reconnus. En effet, tous ces héros que nous avons vus, qu'il s'agisse de la Jamaïque, d'Haïti, de la Guadeloupe, voient leur résistance reconnue en 1797 par l'UNESCO qui a désigné le 23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition afin de rendre hommage à tous les combattants de la liberté et perpétuer en leur nom l'enseignement de cette histoire et les valeurs qu'elle porte. Un peu plus tard, la loi Taubira du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, va préciser dans son article 1er, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Le 17 décembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé dans une résolution le 25 mars comme journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage transatlantique et des esclaves. La résolution invite également les États membres à élaborer des programmes éducatifs pour enseigner et inculquer aux générations futures, y compris par le biais de programmes scolaires, les leçons, l'histoire et les conséquences de l'esclavage et de la traite négrière. Célébrée le 25 mars de chaque année, la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont souffert et sont morts aux mains du système cruel. Du 4 au 6 juillet 2013, s'est tenu à Port-au-Spain, à Trinidad, le 34e sommet des chefs de gouvernement de la communauté caribéenne, avec la participation d'une vingtaine de délégués. Pendant le sommet, sous la proposition du Premier ministre d'Antigua, il a été décidé d'agir pour les réparations, après avoir condamné l'esclavage. Et en ce sens, on peut dire que la communauté caribéenne a décidé la création de comités nationaux sur les réparations dans chaque pays et la création d'une commission CARICOM sur les réparations formée de représentants des comités nationaux et présidée aujourd'hui par Hilary Beckles. Et c'est ainsi, dans la suite, que du 15 au 17 septembre 2013 s'est tenue à Kingston, en Saint-Vincent, la première conférence régionale sur les réparations avec la participation de représentants de 12 nations caribéennes et la présence d'observatoires britanniques, français, hollandais, états-uniens, etc. Et finalement, le 4 juin 2016 a eu lieu à La Havane, capitale de Cuba, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, Association des États de la Caraïbe, avec la participation de 32 délégations. Au point 7 de la déclaration de l'AEC de La Havane, il est reconnu que l'esclavage et la traite négrière ont été des crimes atroces contre l'humanité et réaffirme la déclaration de Durban. Voilà donc quels sont les éléments qui aujourd'hui sont l'aboutissement du combat de ces résistances caribéennes
à l'esclavage et qui constitue, qu'on le veuille ou non, un point d'ancrage essentiel à l'identité caribéenne.